Nous passons aujourd'hui, dans cette nouvelle séance, à la réaction chimique. Cette fois-ci, contrairement à ce que nous avons vu avant, elle sera considérée comme étant homogène, c'est-à-dire qu'elle envahit tout le volume qui lui est offert. Elle ne va pas se restreindre uniquement à une région, par exemple la surface d'un catalyseur solide. Non, elle va envahir complètement le volume qui lui est offert. Par conséquent, contrairement au cas que nous avons considéré la séance précédente où nous avons été épargnés de mettre le terme de la contribution de la réaction chimique dans l'équation de continuité, aujourd'hui, on devra en tenir compte et vous allez comprendre pourquoi nous avons tout fait jusqu'à présent pour pouvoir éviter cela. Bien, alors l'exemple que je vous propose d'étudier aujourd'hui est le suivant. Il s'agira d'une réaction chimique dans un réacteur où il y aura une réaction de type A plus B qui donnera AB. En fait, il est assez commun en génie chimique de rencontrer ce type de réaction homogène. Par exemple, comme je l'ai présenté déjà lors d'une précédente séance, il s'agira de l'absorption d'un gaz par un liquide. L'exemple que j'avais traité, c'était l'absorption du CO2 par une solution alcaline de NaOH, de soude. La réaction s'écrirait, si j'avais considéré ce cas-là comme étant CO2 plus 2NaOH donnerait Na2CO3 plus H2O. Aujourd'hui, pour me simplifier la vie, j'ai pris A plus B donne AB. Nous avons deux réactifs qui vont donner un produit AB. Comme d'habitude, je vais adopter un certain nombre d'hypothèses tout au long de ce développement pour pouvoir arriver à mes fins, c'est-à-dire déterminer la densité de flux molaire de l'espèce A, déterminer le profil de concentration et d'autres paramètres que nous verrons au fur et à mesure. Donc les hypothèses deviennent classiques. Nous considérons un écoulement unidirectionnel, la direction Z est une seule dimension, les fractions dépendront que de Z. Le régime sera stationnaire, c'est-à-dire il n'évolue pas en fonction du temps. Je considérerai, là je vois l'hypothèse 3 qui est très intéressante, elle dit que lorsque A réagit avec B, eh bien A n'est pas présent en de grandes quantités dans B, si bien que je peux considérer mon système comme étant très dilué. Ceci me remet un peu en arrière dans le cas où nous avions dit que dans certains cas, dès qu'on voit que le système est dilué, le terme de transport est négligeable. Donc j'ai préparé tous les ingrédients pour y arriver. D'abord, je considère que A est dilué dans B, B est inerte, et enfin, le produit AB n'est pas présent en de grandes quantités. C'est-à-dire ce sont de petites quantités qui sont produites à la suite de la réaction chimique entre A et B. Bien, continuons. Donc, allons développer un peu l'équation que je vous ai donnée. Na, c'est JA étoile plus TA étoile, le terme de transport plus le terme de diffusion, le terme de transport plus le terme de diffusion. Et je me rends compte que l'hypothèse 3, 4 et 5 me disent une seule chose, c'est que mon terme de transport est négligeable, c'est-à-dire négligeable en comparaison avec le terme de diffusion, puisque nous sommes dans une configuration d'un système très dilué, c'est-à-dire YA est très faible, NAB est produit en de petites quantités, NB est inerte, donc égal à 0, il ne me reste que Na. Mais en fait, j'aurais pu aussi trouver ça autrement, puisque nous avons déterminé dans la séance précédente que Na divisé par le coefficient stoichiométrique avec un signe moins devrait être égal à NAB avec un signe moins, avec un signe plus, pardon, puisque c'est un produit, un signe plus sur le coefficient stoichiométrique. Donc dans tous les cas, je me rends compte que Na plus NB égale à 0. Bien, en fait, pour ne pas trop se prendre la tête, l'hypothèse 3, 4 et 5 me disent une seule chose, le système est dilué. En conséquence, nous pouvons négliger le terme de transport devant le terme de diffusion, comme ceci, et donc Na se réduit au terme de diffusion. Bien, j'ai affaire également à un écoulement unidirectionnel, c'est la direction Z, donc le seul gradient qui va subsister, c'est la dérivée de la fraction molaire par rapport à Z, comme ceci, par rapport à Z.
Bien, continuons et allons développer et voyons la nouveauté aujourd'hui. Qu'est-ce que la réaction chimique va apporter comme difficulté mathématique purement, simplement. Donc voilà, réécrivons nos équations. Notons simplement que C, la concentration molaire de mélange, il n'est pas dit, mais je rajouterai encore une autre hypothèse, une sixième hypothèse, mais dès à présent, je dois dire que C, la concentration molaire est constante. Par conséquent, la fraction molaire, c'est Ca sur C. C et C se simplifient de part et d'autre. J'obtiens ceci. Maintenant, écrivons l'équation de bilan sur l'espèce A. Donc, il y a le terme instationnaire et la divergence de Na, plus la réaction chimique. Et voici la nouveauté aujourd'hui. Je ne peux plus dire que la réaction se déroule dans une région très restreinte de l'espace, par conséquent, elle n'apparaîtra pas. Non. Aujourd'hui, la réaction apparaît de manière explicite, et je ne peux pas faire en sorte qu'elle disparaisse. Bien, que va-t-il se passer? Ça va être très simple. Hein. L'établissement des équations va être très simple. C'est la résolution qui est relativement compliquée. Donc, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai enlevé NaX et NaY, puisque nous avons dit que nous avions affaire à un écoulement unidirectionnel et stationnaire, voici à quoi se réduisent mes équations. Bien, qu'est-ce que je fais à présent? Ça y est, Na, il est là. La réaction chimique, je dois me choisir un modèle. Pour ne pas trop se compliquer la vie, choisissons une réaction d'ordre quand même au moins 1 et non pas 0, parce qu'on peut donner aussi un ordre égal à 0, mais prenons un ordre égal à 1, comme ceci. Le signe moins provient du fait que A disparaît, c'est un réactif qui disparaît pour produire AB. Donc, et K, c'est la constante de vitesse des secondes moins 1, et j'ai choisi une vitesse d'ordre 1. J'ai choisi une vitesse d'ordre 1, c'est-à-dire que A disparaît en se combinant avec B pour produire AB, et la cinétique de réaction suit une loi d'ordre 1. RA, c'est moins KC, A. Donc voici mon équation, c'est celle que je vais devoir résoudre, mais auparavant, je vais devoir donc dériver et faire sortir le DAB parce que je vais le considérer comme étant constant, et établir les conditions limites, ce qui va venir dans la prochaine diapo, en y rajoutant une sixième hypothèse, en plus du fait que C est constant. La concentration molaire de mélange est constante. Donc on y va, ici je ne peux plus dire la pression et température, je suis dans la phase liquide. Donc on y va, comme ceci. Donc dérivons, je fais sortir le DAB, j'aurai la dérivée seconde de CA sur DZ au carré, qui est égal à moins KC quand je transpose moins KC au premier membre. Voici ce que j'obtiens. Voici mon équation différentielle que je vais devoir résoudre. C'est l'équation qui gouverne donc le transfert de masse au sein du liquide B. Et je vais devoir maintenant adopter un certain nombre d'hypothèses. D'abord, pour pouvoir intégrer les équations aux dérivées partielles, celle du transfert de masse ou celle de la mécanique des fluides, on a besoin des conditions limites pour pouvoir les utiliser dans des cas concrets. Bien, le nombre de conditions limites, en fait, il dépend du nombre d'équations et de l'ordre de dérivation. Ici, j'ai une équation et elle est d'ordre 2, ce qui fait que j'aurai besoin, pour pouvoir trouver la solution du problème, de deux conditions limites. Je les appellerai CL1 et CL2. La première condition, elle va être relative à l'interface. Je vais supposer quand Z égale à 0, c'est-à-dire qu'à l'interface gaz-liquide, eh bien, il y règne une concentration CA0 qui ne change pas tout au long du transfert de l'opération d'absorption. Elle sera toujours égale à CA0 tout au long de l'opération d'absorption. CA0 représente la solubilité de A dans B. La solubilité de A dans B. Bien. Ensuite, là, je n'ai pas de deuxième condition limite. C'est tout ce qu'on m'a donné. Je n'ai qu'une seule condition, c'est celle à l'interface. Eh bien, je vais devoir me construire une condition limite. Parfois, on vous dira qu'à une distance de moitié, c'est-à-dire à L sur 2, la concentration a diminué de moitié.
on vous dira que la densité est divisée par 2. Mais dans le cas que j'ai pris aujourd'hui, je n'ai pas d'autres conditions limites. Je ne connais rien sur mon système. Je n'ai qu'une information, la concentration, c'est-à-dire la solubilité de A dans B. C'est tout ce que j'ai. Bien, on peut construire une autre condition limite. Elle va être établie au niveau du fond, en Z égale à L. En effet, ce que je peux dire en Z égale à L, c'est que le fond est imperméable. Le fond est imperméable. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant imperméable? Le nombre de moles de A par unité de temps et par unité de surface qui passe au travers de la paroi, au travers du fond, est égal à 0. Donc NA en Z égale à L égale à 0. Bien. Or, NA, c'est moins C moins DAB DC sur DZ en Z égale à L. Comme DAB ne peut être égal à 0, puisqu'il est différent de 0, ceci veut dire que c'est le gradient de concentration en Z égale à L qui, lui, doit être égal à 0. Donc voici ma seconde condition aux limites. Elle dit quoi? Concrètement, la paroi étant imperméable, il n'y a pas de A qui passe au travers de la surface, du fond. Par conséquent, la densité de flux, c'est-à-dire le nombre de moles de A qui passe au travers de cette surface est égal à 0. Comme DAB est différent de 0, c'est le gradient en Z égale à L qui est égal à 0. Voici donc mes deux conditions aux limites. Les voici. Maintenant, j'ai réuni tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir intégrer mon équation différentielle. Je vais y aller dans la prochaine diapositive pour mettre mon équation différentielle du second ordre, elle est linéaire, du second ordre, en CA. Je vais devoir maintenant intégrer tout ceci, mais je vais faire une opération entre-temps pour pouvoir l'intégrer de manière beaucoup plus simple. L'opération que je vais mener à présent, on l'a déjà vu à l'occasion de la mécanique des fluides, toujours à l'occasion de la vidange installationnaire d'un réservoir, et nous avons dit si c'était une manipulation qu'on devait faire. Si la manipulation se déroulait dans ce laboratoire X, dans un laboratoire qui se trouverait en Afrique, qui se trouverait en Asie, en Europe, n'importe où, on n'aurait pas les mêmes résultats. Pour pouvoir avoir la même solution, une solution générale, qui soit valable chez moi et chez mon camarade, je vais devoir m'affranchir des variables de référence. Qui sont-elles les variables de référence? Aujourd'hui, c'est la longueur, L, c'est la concentration au niveau de la surface libre, c'est A0, c'est le coefficient DAB, et c'est également K, la constante de vitesse. Donc pour pouvoir m'affranchir de ces variables de référence et conserver à ma solution une généralité, je vais adimensionner mon problème. Je vais rendre mon problème adimensionnel. Je vais définir ma coordonnée adimensionnelle xi, et ma concentration réduite gamma. Xi sera donc ma coordonnée adimensionnelle. Ma coordonnée initialement c'est z. Je vais devoir la rendre adimensionnelle. Donc il suffit juste de rapporter z à L. J'appellerai xi z sur L. Idem pour ce qui est de la concentration. Je vais devoir rendre ma concentration adimensionnelle. Une concentration adimensionnelle. Comment je vais faire ça? Je n'ai que C0 sous la main. Je vais donc dire CA sur CA0, ce sera ma concentration adimensionnelle, ma concentration réduite. Les voici. Donc j'ai défini xi, c'est ma nouvelle coordonnée adimensionnelle, elle n'a pas de dimension, pas d'unité, et j'ai défini gamma majuscule évidemment, gamma, CA sur CA0. Maintenant, je remplace ici, j'aurai quoi? DAB, au numérateur, j'aurai CA0, au dénominateur, j'aurai Z, c'est égal à xi fois L, c'est Z2, donc L2 d de xi, L2 d de xi, au carré. Donc je vais faire ça, comme ceci. L2, la dérivée de xi2, au numérateur, je vous ai dit, et ici, idem, c'est A, c'est gamma, c'est A0. Voilà. Je vois qu'il y a CA0, CA0, puisque CA0 est différent de 0, je peux m'en affranchir, je simplifie. Je divise ensuite tout le monde par DAB sur L2, j'obtiens ça. Voici mon équation différentielle. Quand je divise l'équation par DAB L2, toute l'équation est devenue adimensionnelle. Elle est devenue adimensionnelle.
Et le groupement qui apparaît entre parenthèses est évidemment adimensionnel, puisque gamma est adimensionnel et xi l'est également. Donc voici mon équation différentielle. J'ai juste ici remarqué que j'ai le signe moins, il est devenu ici. Et maintenant, je vais appeler ce groupement entre parenthèses, je vais l'appeler phi au carré, comme ceci. Phi au carré. Et j'appelle phi au carré, KL2 sur DAB. KL2 sur DAB. C'est ce qu'on appelle le modèle de Thiele. Le modèle de Thiele. Bien. Alors, mon équation est devenue adimensionnelle. Pour des raisons de généralité de la solution, je veux une solution générale qui soit générale à tout le monde. Donc, je rends mon système adimensionnel. Mes équations, je les rends adimensionnelles. Nous avons déjà procédé à cette opération dans un autre module. Vous trouverez dans la 8e séance du cours de mécanique des fluides parfaits ce développement. Donc j'ai obtenu toujours, c'est une équation du second ordre, en gamma par rapport à la variable xi. J'ai donc besoin, en toute logique, de deux conditions limites. Les voici. Mais celles-ci portent sur CA et DZ. Moi, je ne veux plus voir apparaître CA. Je veux que du gamma et du xi. Bon, c'est simple. La première condition, qu'est-ce qu'elle me dit? En Z égale à 0, c'est-à-dire en xi égale à 0, puisque z égale à 0, ceci correspond à xi égale à 0, qu'est-ce que j'ai? CA égale à CA0. CA0 sur CA0, j'aurai gamma égale à 1. Gamma égale à 1. Donc voici ma première condition limite qui va s'afficher. Pour z égale à 0, en d'autres termes, pour xi égale à 0, CA0 divisé par CA0, ça me donne gamma égale à 1. Voici ma première condition. Ma seconde condition, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit la dérivée de CA sur dz. On l'a déjà fait ici. Ça sera plus simple parce qu'ici c'est une dérivée seconde. Là j'ai une dérivée première. La dérivée de CA, ça sera CA0 d de gamma sur L d de xi en z égale à L, c'est-à-dire en xi égale à 1, ça me donne 0. Donc j'aurai d de gamma sur d xi en xi égale à 1, c'est égal à 0, comme ceci. Voici donc mes deux conditions aux limites avec mon équation différentielle. Maintenant, allons la résoudre. Allons résoudre cette équation différentielle. Alors vous avez vu ce que je vous avais fait le commentaire en cours, vous aurez besoin l'année prochaine de cette même équation différentielle, exactement la même. Au lieu de gamma, je vais vous montrer tout de suite dans un autre cours, au lieu de gamma, vous aurez la température adimensionnelle. Vous verrez ça à l'occasion d'un deuxième module, c'est le transfert thermique, et à l'occasion des ailettes. Vous tombez exactement sur la même équation différentielle du second ordre. Comme en master, on ne refera plus les démonstrations de la méthode qui nous permet d'obtenir la solution. Donc il faut le faire au moins une fois dans votre vie, on va le faire aujourd'hui. Pour certains, vous connaissez la méthode, pour d'autres, un peu moins, on va faire pour tout le monde. Comme ça, on est à l'aise lorsqu'on arrivera en master et lorsque sera l'équation qui régira l'écoulement de la température dans une ailette. Donc, allons déjà développer cette solution, la voici. Donc, je remets à quoi j'ai abouti. Voici mon équation différentielle du second ordre. Voici les conditions aux limites. Je vais donc essayer de trouver la solution mathématique. Alors, la voici. D'abord, le polynôme caractéristique associé à cette équation différentielle, c'est R2 moins phi2, qui est égal à 0. R2 moins phi2 égale à 0, qui a donc deux racines réelles, plus phi et moins phi, plus phi et moins phi. Donc je remplace ici. En fait, ici, xi, c'est égal à C1 cosinus hyperbolique de phi xi, plus C2 sinus hyperbolique de phi xi. Je peux trouver la même solution avec, cette fois-ci, non pas les fonctions hyperboliques, mais simplement avec l'exponentielle. Vous aurez une constante, on va dire C3, exponentielle de plus phi xi, plus une quatrième constante exponentielle de moins phi xi. Mais il vaut mieux travailler avec les fonctions hyperboliques. Vous allez voir, ça va être très simple pour pouvoir retrouver les solutions. Bien voilà, j'ai écrit ma solution générale, elle est présentée. Voici la solution générale de mon équation. Je rappelle, l'équation caractéristique, c'est R2 moins phi2 égale à 0.
C'est pour ça que j'ai mis au carré, pour pouvoir trouver la racine de phi plus ou moins phi, plus ou moins phi, les voici, plus phi euh, et moins phi, mais dans le cosinus c'est linéaire, bon. Ensuite, dans la première, je dois associer maintenant les conditions aux limites. La première condition aux limites, qu'est-ce qu'elle me dit? En xi égale à 0. D'abord, rappelons juste un tout petit peu ce que c'est pour ceux qui auraient oublié. Cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, les voici. Voilà. Alors, rapidement, faisons-le. Pour xi égale à 0, sinus hyperbolique à quoi est égal? 1 moins 1, c'est 0. Donc, sinus hyperbolique de 0, c'est 0. Cosinus, c'est 1 plus 1 sur 2, c'est donc 1. C'est donc 1. Donc, j'aurai en fait, pour le sinus, c'est 0. Pour le cosinus, c'est 1. Le tout est égal à 1, gamma égale à 1. Donc, j'aurai C1 qui est égal à 1. Voici à quoi va être égal la constante d'intégration C1. J'ai maintenant, et j'ai préparé le terrain en vous rappelant également la dérivée de la fonction cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, les voici. Parce que ici, là, dans la deuxième condition, j'ai une condition non pas sur gamma, mais sur la dérivée de gamma. Donc il faut que je dérive ma solution générale. Bon, c'est simple, je vous ai dit comment ce qu'il fallait faire. Ici, j'aurai donc phi C1 sinus hyperbolique, et ici, phi C2 cosinus hyperbolique. Du même argument, de phi xi. Voilà, qui va être égal à 0. Ou ça, en xi égale à 1. Xi égale à 1, donc j'enlève xi égale à 1. Ça, c'est égal à 0 lorsque xi égale à 1. Bah, puisque C1 il est égal à 1, je vais trouver rapidement C2. Ça va être avec un signe moins, sinus hyperbolique de phi sur cosinus hyperbolique de phi, comme vous pouvez le voir. Par conséquent, voici ma solution lorsque je mets C1 égale à 1 et C2 égale à tangente hyperbolique de phi. Sinus sur cosinus et tangente hyperbolique de phi. Bien, continuons. Je vais juste maintenant réduire au même dénominateur. Je vais réduire au même dénominateur puisque j'ai phi cosinus hyperbolique de phi au dénominateur. Je vais faire ça. Donc réduisons le tout au même dénominateur, ça me donne ça. Et je vais remarquer aussi une propriété des fonctions hyperboliques de la fonction cosinus. Cosinus hyperbolique de x moins y, c'est cela. Et je me rends compte, c'est exactement ce que j'ai ici. Donc en fait, ici au numérateur, ce n'est rien d'autre que cosinus hyperbolique de phi moins phi de xi, comme ceci. Dernière étape, enfin, on arrive, on met phi en facteur, j'obtiens ce résultat. Voici, mesdemoiselles et messieurs, le profil de concentration réduite en fonction de la variable réduite xi, la coordonnée adimensionnelle xi. Donc j'ai trouvé ma solution. Elle n'est pas très compliquée à obtenir. Il faut juste connaître ses propriétés pour arriver à ce résultat. Maintenant, reparlons un tout petit peu du module de Thiele. En anglais, Thiele model, Thiele modulus. On va essayer de parler un tout petit peu de ce modèle. Il traduit quoi en fait? Je l'ai écrit, donc j'ai pris le carré, j'ai conservé un L au numérateur et j'ai fait basculer un L au dénominateur. Si vous vous rappelez, dans le chapitre 2, quand j'ai considéré le coefficient de transfert de chaleur à la paroi, j'ai défini DAB sur l'épaisseur delta de la couche limite, delta C. Et j'avais appelé ça un coefficient de transfert de masse à la paroi. Bah, qu'est-ce que ça me rappelle ça? En fait, ça me rappelle quelque part le terme de diffusion moléculaire. Ça me rappelle le terme diffusion moléculaire. Et qu'est-ce que j'ai au numérateur? Bah, j'ai en fait Kc. C'est la réaction chimique, c'est la vitesse de réaction, c'est la cinétique. Ça me rappelle la cinétique. Donc en fait, si on devait donner un sens physique au nombre de Thiele, on dirait qu'il représente en fait l'influence du taux de la réaction chimique, du taux de la cinétique Kc à 0, en comparaison avec celui de la diffusion moléculaire, en comparaison avec celui de la diffusion moléculaire, du transfert de masse. Alors traçons pour être complet, donc je vais un peu aller un tout petit peu plus loin que ce que j'ai administré en cours. Je vais tracer les solutions
en fonction, dans le cours, je vous ai fait uniquement un seul cas, pour un seul phi. J'ai tracé ma solution pour un seul phi. Ici, je vais tracer pour plusieurs phi et discuter dans la prochaine diapositive des cas susceptibles de se produire. En cours, je vous ai fait un seul, je vais vous donner à la fin un seul cas, pour un seul phi. Bien, traçons la solution phi en fonction de xi. La voici. Pour plusieurs valeurs de phi. Pour plusieurs valeurs de phi. Phi augmente dans ce sens. Je vais mettre le premier cas. D'abord, vous remarquerez qu'il y a toujours une tangente horizontale. Ça traduit le fond. Le fond, la dérivée, elle est égale à 0. Donc je dois tomber sur une tangente horizontale. Vous le voyez, il y a toujours une tangente horizontale. Et ce que je voudrais aussi représenter, c'est le cas limite. Le cas limite phi égale à 0. Phi égale à 0, voici sur quoi je tombe. Je tombe sur un profil plat. Je tombe sur un profil plat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout, gamma sera égal à 1. Mais gamma égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout, dans tout mon liquide, j'ai partout la concentration qui règne au niveau de l'interface. Partout, c'est CA0. Partout, c'est CA0. Bien. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin dans l'interprétation, je le redis. Là, je sors un tout petit peu de mon cours. Je n'ai pas parlé de ça longuement en cours, mais je vais juste, pour être complet, résumer la situation. Donc on y va tout doucement. Je remets un peu les résultats auxquels j'ai abouti. Je remets mon graphique que voici, avec le cas particulier phi égale à 0. Et je vais maintenant discuter des deux cas. D'abord, avec cette couleur, je ne sais plus comment on l'appelle, on va dire du bleu très, très clair. Quand phi est très petit, quand phi2 est très petit, qu'est-ce que j'ai? Je remarque que le profil est plat. Il est plat et très proche de l'unité. Ici, j'ai considéré phi égale à 0,5. Ici 1, ici 2, ici 5, ici 20. 0,5, 1, 2, 5, 20. Donc je remarque que lorsque phi est petit, la concentration de A est plus ou moins uniforme. Elle est très proche de l'unité. Quand c'est égal à 0, c'est égal à l'unité. Ceci implique, comme j'ai dit tout à l'heure, que partout dans le liquide, la concentration qui y règne est presque identique à celle qui règne au niveau de l'interface. La diffusion est très rapide. Elle est très très rapide. Par conséquent, elle ne constituera pas une résistance. Donc notez bien ça. Et en fait, l'écart qui est dû par rapport à l'unité, ça traduit uniquement la réaction chimique. Donc on s'attend un tout petit peu à ce qu'il y ait quand même de la réaction chimique. Mais le profil reste plus ou moins plat, du moins pour les faibles valeurs de phi, pour les petites valeurs de phi, du module de Thiele. Alors on dira, dans ce cas, qui est-ce qui va limiter le transfert? C'est la réaction chimique. Puisque d'un point de vue diffusion, la diffusion est très très bonne. La diffusion est très très bonne. Le dénominateur est très bon, c'est très grande valeur. Ceci veut dire que l'inverse va être petit. Donc la diffusion est très très bonne. Par conséquent, c'est l'étape de transfert de la réaction chimique qui constituera l'étape limitante. Inversement, regardons maintenant ces cas-là où, cette fois-ci, phi devient très grand. Si phi devient très grand, ceci veut dire que la cinétique est très très grande. Et où le transfert est très mauvais, ça veut dire qu'il y a une très mauvaise diffusion. Donc voici le deuxième cas. Lorsque phi carré est très grand, ceci veut dire que nous avons, comme on a dit, le transfert est très lent. Le coefficient de diffusion, il est très faible. Si la diffusion est très faible, ça veut dire que je ne peux plus porter le soluté qui est présent à l'interface à l'intérieur. Je ne peux plus le porter. Et c'est pour cela que nous voyons qu'au fond du réservoir, en Z égale à L, au fond du réservoir, il y règne des concentrations nulles, puisque je ne peux plus apporter le soluté jusqu'en bas. Le peu qui puisse rentrer va être transformé par réaction chimique. Donc cette fois-ci, je le vois. C'est qui est limitant? C'est la diffusion. C'est la diffusion qui est limitante. C'est l'étape qui limite le transfert. C'est elle qui limite le transfert. Donc voilà, je voulais discuter avec vous, mais et conclure avec ça, avec une remarque, oui. La remarque qui est en bas ici. On vous dit,
la diffusion crée les gradients. En fait, ça veut dire juste une chose, la diffusion crée des gradients de concentration qui deviennent d'autant plus importants que les vitesses de diffusion sont faibles. Les gradients, vous les voyez, ils deviennent plus importants que les vitesses de diffusion sont faibles. Inversement, quand les vitesses de réaction sont très importantes, les gradients deviennent très faibles. Les gradients deviennent très faibles. Voilà, je voulais juste passer par là pour introduire un peu ce qui se fait dans la catalyse. Nous revenons maintenant au transfert de masse avec réaction chimique homogène. Nous continuons pour aller produire d'autres résultats. Je pense à la densité de flux molaire, je pense au flux molaire. Et on va commencer d'abord par la densité de flux molaire. Donc voici mon profil. Ah oui, c'est ce que je vous ai montré en cours. En cours, je vous ai fait juste pour un phi quelconque. Voici quelle était ma solution. Je vous ai précisé qu'en z égale à L, il fallait en toute logique qu'il y ait, à cause de cette condition limite, une tangente horizontale. Ici, bon, parce que j'ai mis la même chose, la tangente va être verticale comme ceci. Ça traduit l'imperméabilité du fond. Bien, comme je l'ai dit, déterminons la densité de flux molaire en z égale à 0, c'est-à-dire combien de moles de A traverse l'interface, par unité de surface et par unité de temps. Ma solution, elle est adimensionnelle, rendons l'expression de Na adimensionnelle. Ça va être très simple, ça sera moins DAB CA0 sur L det gamma sur dxi, comme ceci, à l'aide des variables adimensionnelles. Puis, il s'agira de dériver ma solution. Moi, je le sais, la dérivée, on l'a dit tout à l'heure, c'est très simple. C'est U', c'est-à-dire moins phi, sinus hyperbolique, n'oublions pas qu'il y a ça. Donc ça va être très simple. Moins phi sur cosinus hyperbolique du même argument, le voici. Maintenant, moi, je veux que vous me donniez le nombre de moles qui traversent l'interface par unité de temps et par unité de surface, la surface du réservoir, en z égale à 0, à l'interface. Donc je vais prendre ici z égale à 0, ça correspond à, comme on l'a dit avant, à xi égale à 0. Ça va être à xi égale à 0 ici, j'ai juste réarrangé, le signe moins disparaît. En xi égale à 0, j'aurai donc sinus phi sur cosinus phi, ça va être une tangente hyperbolique. Voici, mesdemoiselles et messieurs, la densité de flux molaire à l'interface, c'est-à-dire en z égale à 0, ça correspond au nombre de moles de A qui traversent l'interface par unité de temps et par unité de surface. Je vais maintenant, mais je vais juste donner l'expression, je pense que, attendez, oui, je me suis trompé, je pense. Ouais, je préfère, non, désolé, je suis bien, c'est bon. Bien, après cela, nous allons déterminer, après cela, une donnée qu'on pourrait vous demander, déterminer la concentration moyenne qui règne dans votre volume. La concentration moyenne, ce serait gamma bar, gamma moyenne, qui va être également, vous faites avec le profil de concentration, 1 sur L, intégrale de CA sur CA0, D2, Z. Comme j'ai en adimensionnel, ça va être beaucoup plus simple, directement gamma bar, c'est l'intégrale de 0 à 1 de gamma dxi. Je remplace gamma par son expression et j'intègre de 0 à 1. Je fais sortir le cosinus hyperbolique de phi, comme ceci. L'intégrale de cosinus hyperbolique, c'est 1 sur U', de cosinus hyperbolique de U, intégrale de cosinus hyperbolique de U, c'est 1 sur U', sinus hyperbolique, comme ceci. Puis, je veux le résultat entre 0 et 1. Pour 1, ça me donne 0. Il me reste le cas 0. J'aurai sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique. Je vais avoir tangente hyperbolique de phi sur phi. Voici la concentration moyenne en valeur adimensionnelle qui règne dans tout mon liquide B. Je vais maintenant repasser aux grandeurs dimensionnelles pour vous présenter les résultats sous forme dimensionnelle.
Donc on va faire le chemin inverse. Voici les résultats auxquels j'ai abouti. Déterminons non pas gamma mais CA sur CA0. Voici, en utilisant les variables utilisées pour rendre le problème adimensionnel, on fait le chemin inverse, j'obtiens ces résultats. Voici les résultats auxquels j'aboutis. Je vais terminer par une dernière diapositive dans laquelle je vais vous demander de me donner non pas la densité de flux molaire à l'interface, mais le débit. Je veux avoir le débit molaire de A qui traverse l'interface, c'est-à-dire le nombre de moles par unité de temps. Voilà. Mais je ne vais pas effectuer le travail, vous allez comprendre pourquoi rapidement. Donc voilà ce qu'on me demande. Déterminez-moi le débit de consommation de A, le nombre de moles consommés, c'est-à-dire celle qui entre, parce que tout ce qui entre va être converti par réaction chimique en AB, en se combinant avec B. Le nombre de moles par seconde, je l'ai compris, ça va être la section droite du réservoir, que j'ai appelé A, petit a, pour distinguer de grand A, petit a, multiplié par la densité du flux molaire, Na0, celle qui entre, la voici. Pourquoi j'ai voulu vous montrer ça? Parce qu'en fait, je pourrais présenter le résultat différemment. En effet, dans la diapo, je ne me rappelle plus le numéro, c'est qu'on l'a vu avant, je me rends compte que Na, D de Na sur dz, c'est égal à Ra, la réaction chimique. Donc Na, ça serait l'intégrale de Ra dz. L'intégrale de Ra dz, c'est-à-dire je voulais juste vous montrer qu'on pouvait présenter le résultat sous cette forme-là. Au lieu d'avoir la dérivée, j'aurais pu intégrer, casser, avec un signe moins, pour pouvoir retrouver le même résultat. Voilà, donc il suffit juste de multiplier A par Na0 pour trouver le résultat escompté. Voilà, ceci termine une des premières applications que vous trouverez dans plusieurs ouvrages, dans le transport phénoménal, dans le trébal, mais pas que. Vous pouvez trouver tout ça dans d'autres ouvrages. Je voulais aussi faire un hommage, ou bien avoir un hommage pour celui qui nous avait rendu, je pensais le faire à la dernière séance, mais comme je n'arrive encore pas, celui au cours des TD qui nous rendait le transfert de masse tellement beau, il nous montrait la magie qui pouvait s'opérer pour pouvoir aborder ce module. C'était quelqu'un qui nous a fait le TD avec beaucoup d'enthousiasme et je voulais lui rendre hommage pour tous les efforts qu'il nous a fait et pour nous avoir fait aimer le transfert de masse. Il nous a eu pendant un semestre et j'en ai gardé un très très bon souvenir. Je suis en train de parler de M. Twill, professeur à l'université de Saïd Dahleb de Blida, qui nous enseignait les TD de transfert de matière, et c'est grâce à son savoir, ses qualités, qu'il nous a fait aimer le génie chimique. C'est un peu grâce à lui que nous avons, pour ce qui me concerne, opté pour le génie chimique et pour continuer dans cette spécialité. Donc je voulais le remercier pour nous avoir fait aimer, le transfert de masse, pour nous avoir administré avec une grande aisance et une grande qualité les TD, qui étaient d'une très très grande qualité. Avec M. Amanovitch, c'était les deux que nous avions pour le cours et le TD respectivement. Donc je voulais aujourd'hui lui rendre hommage à lui, pour lui dire que voilà, c'était l'une des raisons qui m'a poussé à terminer mes études en génie chimique. Voilà. Je vais terminer là. J'espère que ça a été un peu clair. La séance prochaine, je pense faire une deuxième application. Il s'agira cette fois-ci d'un barbotage. C'est présent sur le transport phénoména. C'est un exemple qui est traité par le transport phénoména également, mais par tous les ouvrages. Donc il s'agira d'un réacteur parfaitement agité dans lequel se déroulera une réaction d'ordre 1. Mais on verra. C'est très important parce que il s'agit d'un barbotage et on verra dans ce cas-là, pour pouvoir se débarrasser des coordonnées sphériques, quelle astuce on va adopter. J'ai commencé à le faire il y a déjà quelques temps. Je vous ai présenté la même chose. Je vous ai dit, je passe des coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes et je vais refaire cette transformation en l'expliquant le pourquoi des choses. Voilà, c'était un peu ce qui nous attend la séance prochaine pour pouvoir terminer une fois pour toutes ce chapitre 3 dans lequel vous avez vu toutes les applications.
je me suis étalé dessus. J'espère que ça a été un peu pour vous, simple à comprendre. Si ce n'est pas le cas, adressez-moi vos commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt lors d'une nouvelle séance. Merci et au revoir.